Alors, bienvenue à l'événement annuel de la remise du prix annuel Justine et Yves Sergent. Pour celles et ceux qui me connaîtraient moins, mon nom est Yves Joannette et je suis responsable, coordonnateur du comité de gestion du prix Justine et Yves Sergent. Je vais donc faire une petite introduction euh, comme je le fais chaque année. Mais en fait, c'est la 25e fois qu'on fait cette introduction, puisqu'on fête cette année la 25e anniversaire de la remise du prix Justine et Yves Sergent. C'est quand même quelque chose d'assez euh, extraordinaire compte tenu de ce que vous entendrez. Et donc, après mon introduction, la lauréate sera introduite. Vous l'avez déjà ici, Dr. Aude Oliva. Elle pourra donner la conférence Justine et Yves Sergent annuelle. Il n'y aura pas de questions, mais il y aura la possibilité de pouvoir échanger après au cocktail. Et on remettra par après, et la doyenne recherche de la faculté de médecine, Dr. Rika Kritikou, qui est ici avec nous, va nous aider à remettre. Donc, le prix Justine et Yves Sergent a été mis en place à l'Université de Montréal en 1998 par la famille Sergent et par Madame Edith Laubir. Madame Henriette Sergent, malheureusement décédée en 2008, est la mère de Yves Sergent et la mère adoptive de Christine Sergent. Vous verrez dans quelques minutes, je vous expliquerai. Madame Edith Laubir, qui elle aussi malheureusement est décédée une année plus tard, est quelqu'un qui a beaucoup aidé, non seulement à toutes sortes d'organisations à Montréal, y compris les Amis de la Montagne, y compris Imusici, y compris toutes sortes d'orchestres, mais a reçu donc pour tout ça l'Ordre du Canada en 1996, a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal, le prix de mérite de l'Institut des neurosciences santé mentale et addiction de l'IRSC en 2002. Et elle est toujours membre honoraire à la fois du département de psychiatrie de l'Université McGill et de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. La- le prix a été créé à la mémoire de Justine et Yves Servant, qui tous les deux, ensemble, sont décédés le 12 avril 1994, ce qui fait en fait 30 ans cette année que cet événement a eu lieu. Et cette décision qui a été prise par Yves et Justine Sergent était suite à un profond et très long mésentente avec son institution et avec son environnement de travail, incluant des allégations d'inconduite éthique dans la recherche qui ont par après été retirées et pour lequel il n'y a eu aucune évidence qui a été fournie par après. Justine Sergent, en fait, est née au Liban. Elle était institutrice au primaire. Et vous le savez parce que les collègues de France, il y a un service militaire qui peut se faire en France et Yves Sergent a fait son service militaire au Liban. Ils se sont rencontrés et il y a eu tout de suite coup de foudre. Justine et Yves Sergent sont rapidement partis, ce qui a d'ailleurs choqué la famille de Justine Sergent parce que c'était trop rapide et pas assez préparé. Et donc, ils sont allés en France quelques mois et après ça, sont rentrés ou sont venus ici à Montréal, où Justine Sergent a enseigné à l'école élémentaire d'une des séries d'écoles ici à Montréal. Et là, Justine a décidé de s'intéresser aux neurosciences parce que le frère d'Yves Sergent avait eu un problème, une maladie cérébrale. Et donc, elle a rapidement fait maîtrise, doctorat, postdoctorat à l'université McGill. Et il faut savoir aussi que Justine Sergent et Yves Sergent étaient des grands amateurs de musique, comme on le voit ici. Et c'est vraiment une vie très, très, très intégrée l'un à l'autre qu'ils avaient, ce qui peut expliquer le choix qui a été fait à la fin, qui était de faire ce choix ensemble, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants, pas de famille ici, et que
Le travail était leur vie. Juste Yves Sergent était vraiment un appui à son épouse. Et ce travail, ben, il a donné des choses qui sont encore aujourd'hui remarquées. Par exemple, cet article dans Brain de 1987 sur toute la question des split brain, qu'elle a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Et elle a fait quand même parmi les premières études en PET scan, en fait, sur la cognition, ici sur la reconnaissance et le traitement des visages et des objets. Également, un- un- un papier dans Science en 1992 qui a été très important, qui était sur justement la musique et le PET est quelque chose qui est encore considéré aujourd'hui comme étant euh, innovateur et inspirateur au niveau des neurosciences cognitives. Lorsqu'est arrivé un, un- un paroxysme dans la série d'événements auxquels je référais au début de ma présentation, et la décision a été donc prise de s'enlever la vie. Et la dernière phrase que Justine Sergent a écrite en avril 10, 94, I had a rich and intense life, but there comes a point when one can no longer fight and one needs rest. It is this rest that my husband, who has supported me in all aspects of my activities and my life and myself, have decided to take. Et c'était la dernière phrase qui est écrite par Justine Sergent. Alors, le fonds a été créé par la famille Sergent, Henriette Sergent, qui était un peu la mère adoptive de Justine Sergent, et qui, après avoir tenté de comprendre les faits et après avoir constaté qu'il y avait eu une reconnaissance, il n'y avait rien de spécial qui était reconnu comme problématique au niveau de ses travaux. Le fonds a été créé en 1998. Le comité de gestion à l'heure actuelle est composé justement de la docteure Eckhart Critico, docteur Pierre Invé, qui est directeur adjoint ici du centre. Pierre est ici ou... Oui, en arrière, c'est ça. Je ne te voyais pas, Pierre et moi-même. Et il y a un comité scientifique qui, chaque année, est aidé et regarde et tente de trouver la plus importante cible pour remettre le prix. Je vous rappelle, si je ne l'ai pas dit, que ce prix, la mère de Yves Sergent, Henriette Sergent, a spécifié que ça devrait être une femme qui soit reconnue annuellement par ce prix en neurosciences cognitives. Donc, le comité scientifique, pour votre information, c'est R.G. Ellis de Johns Hopkins, Rita Hari de Finlande, Cheryl Grady de Toronto, moi-même, et c'est ce comité qui choisit chaque année le prix. Le premier prix Servant a été offert en 1999 à Leslie Ungerleider, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, en 2020, je crois. Et par après, ben, il y a toute une série, vous pouvez regarder le site web, c'est vraiment une série de lauréates qui sont vraiment remarquables. Juste pour donner quelques exemples, 2020, Maria Luisa Corno-Tempini, 2021, Nancy Kanwisher, qui d'ailleurs me rappelait Dr. Oliva, une collègue à MIT, Heidi Johansenberg en 2022, l'année dernière, Catherine Hammonds d'Allemagne. Et au cours des années, vous allez me dire, est-ce qu'il y a eu puisqu'on a décidé cette année de célébrer les 25 ans à la Société de neuropsychologie de langue française. Est-ce qu'il y a eu des lauréates de langue française? Eh bien oui, en 2003, Dominique Cardebat. Et ici, d'ailleurs, vous avez une photo lors de la remise du prix à Dominique Cardebat, où on a euh, à sa droite, Madame Laubire, à sa gauche, Madame Henriette Sergent. Qui était toujours là quand il y avait la remise du prix. Et à la toute gauche, ben, c'est Patrick Vinet, l'ancien doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. En 2009, c'était Isabelle Peretz qui l'a reçu. Bravo Isabelle, je ne sais pas si Isabelle est là, mais elle l'a reçu après pour célébrer les 10 ans du prix. Donc, cette année, c'est vraiment tout un honneur que de pouvoir offrir le prix et la possibilité de la conférence annuelle et du prix de Justine et Sergent
à Aude Oliva. Docteur Oliva, né en France, Chambéry, si je me souviens bien, a étudié à la fois au niveau d'un baccalauréat français en physique et en mathématiques, a fait un bac en psychologie avec une mineure en philosophie. Je vous encourage à noter la diversité des disciplines et des secteurs, c'est assez impressionnant. A fait deux maîtrises de doctorat en psychologie expérimentale et en sciences cognitives à l'Institut national polytechnique de Grenoble, a joint le MIT en 2004 et a été successivement a cumulé les rôles qui apparaissent au haut de la diapositive, c'est-à-dire qu'elle est Cognitive Scientist and Computer Scientist à MIT. Elle est MIT Director du MIT IBM Watson AI Lab, Director of Strategic Industry Engagement du MIT Schwarzman College of Computing. Elle est co-lead du MIT AI Hardware Program. Elle est Senior Research Scientist du Computer Science and AI Laboratory à MIT. Et je suis sûr que s'il y avait de la place sur la diapositive, il y aurait d'autres choses. Elle a déjà été honorée en 2006 par le National Science Foundation Career Award in Computing Neuroscience. Elle a eu le Guggenheim Fellowship in Computer Science, le Vannevar Bush Faculty Fellowship en Cognitive Neuroscience, et elle est Author Fellow of the Exploratorium in San Francisco, et il y en a plein d'autres que j'ai encore pas pu mettre parce que je ne vais pas prendre trop de temps, et que je voulais surtout laisser le temps à, oups, à notre lauréate de l'année pour nous présenter sa conférence Carte spatio-temporelle du cerveau humain, Spatial Temporal Maps of the Human Brain. Et je remercie, parce que vous avez vu, 2004 MIT, et donc Dr. Oliva parle plutôt l'autre langue officielle du Canada, qui est l'anglais, depuis 2004, mais elle a accepté de tenter, de vous présenter dans la langue de Molière plutôt que celle de Shakespeare, sa conférence annuelle Justine Yves Sergent. Docteur Oliva, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup Yves de cette introduction. Euh, et je suis vraiment profondément honorée de recevoir le prix Justine Yves Sergent dans le domaine des neurosciences cognitives et d'être avec vous à Montréal cet après-midi pour vous présenter un résumé de mes travaux avec mes étudiants sur ce qu'on appelle les cartes spatio-temporelles du cerveau humain. Voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres du comité pour m'avoir considéré pour ce prix cette année. Et je me souviens quand je faisais ma licence en psychologie expérimentale il y a très longtemps, j'ai lu beaucoup des articles de Justine Sergent à l'époque, à la fin des années 80, au début des années 90. Et Justine, en tant que femme, et chercheur extraordinaire, a été vraiment un rôle modèle pour moi parce que j'étais en France et lire des articles à la fois en français et en anglais de quelqu'un et de voir sa carrière, c'était vraiment exceptionnel. Et il y avait à l'époque très peu de femmes et j'avais une très grande admiration pour ses travaux. Donc ce prix vraiment a beaucoup me touche profondément. Et en fait, mon premier article dans un journal, qui était Brain and Cognition en 1991, était à la suite d'un stage en neuropsychologie sur la transmission entre les deux hémisphères et le corps calleux. Et depuis, j'ai toujours gardé une fascination pour le cerveau humain qui m'a amené devant vous aujourd'hui. Alors, les cartes spatio-temporelles. euh, Mon programme de recherche, particulièrement les 20 dernières années au MIT, est vraiment très interdisciplinaire. Donc, j'ai des étudiants en vision par ordinateur, en sciences cognitives, en neurosciences cognitives,
Et on a tous une fascination pour comprendre comment les systèmes intelligents fonctionnent. Et pour moi, développer une carrière, étudier l'intelligence humaine et maintenant artificielle et aider les étudiants à comprendre comment ça marche, euh, regarder la source qui peut être cognitive et neurale et comment répliquer ce genre d'intelligence dans des systèmes artificiels a été un moteur qui ne m'a jamais quitté depuis trois décennies. Et vraiment, je veux recommander aux étudiants de joindre cette entreprise sur l'intelligence humaine et ou l'intelligence artificielle. Il y a tellement de mystères à élucider et des milliers de découvertes à faire encore. Et c'est vraiment une grande joie d'appartenir à ce champ de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire un programme de recherche qui a commencé il y a à peu près 10 ans dans mon laboratoire et qui constitue à l'époque a commencé à regarder ce qu'on appelle les cartes spatio-temporelles du cerveau humain. Donc, c'est le but de ce programme de recherche est de voir si l'on peut établir des cartes sur les capacités ou les fonctions perceptuelles cognitives du cerveau humain. Donc, toute fonction cognitive, tout ce qu'on fait, euh, nécessite une collection de sites corticaux qui a une dynamique temporelle complexe. Donc, l'idée, c'est de voir si on peut établir ces cartes pour localiser dans l'espace et le temps l'activité cérébrale, lorsqu'on perçoit un objet, un son, qu'on touche une surface, qu'on mémorise une information, etc. Ou quand on ne se souvient plus de quelque chose. Et ces cartes, je voulais qu'elles couvrent vraiment l'entièreté du cerveau. Donc, on avait vraiment besoin de regarder le cerveau en entier parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans une autre région euh, quand, si on localise trop nos mesures. Et la résolution de ces cartes dépend des capteurs. Donc, moi, j'ai utilisé l'IRM ainsi que MEG, MEG, magnétoencéphalographie, et il dépend aussi des paradigmes expérimentaux. Ça a pris des années et des années pour en établir quelques-unes. Et je dois vous dire qu'une formation en psychologie expérimentale a tellement été utile pour les paradigmes expérimentaux. Et la dynamique temporelle, c'est très important pour l'intelligence humaine. On a tendance à l'oublier, mais ça se passe tout dans le temps. Et elle est encore très peu étudiée dans les neurosciences cognitives ou computationnelles. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et je vais partager avec vous aujourd'hui des résultats qui répliquent le travail d'autres chercheurs et certains qui sont très nouveaux. Et j'ai aussi beaucoup d'intérêt dans mon laboratoire à essayer de comprendre les réseaux de neurones artificiels, les programmer, aussi de voir comment, dans le futur, des équipes hommes-machines peuvent collaborer. Et certainement, les tâches chronologiques et peuvent influencer comment l'équipe homme-machine collabore. Donc, il y a la possibilité d'ajouter des systèmes de machine learning, d'intelligence artificielle euh, à ce programme de recherche. Alors, aussi, je parle français aujourd'hui, mais excusez-moi, il y aura quelques mots qui vont se... Je vais dire l'anglais. Normalement, je parle anglais tout le temps. Alors, comment est-ce qu'on a commencé à construire ces cartes? Donc, vous pouvez les construire avec des méthodes invasives, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on a regardé à chercher au début des méthodes non invasives, donc c'était une combinaison de MEG qui permet d'avoir les réponses électriques du cerveau toutes les millisecondes et fMRI, IRM au niveau millimètre. Alors, en ce moment, il n'existe pas une machine dans laquelle vous avez les deux en même temps, qui vous donne une très haute résolution en millisecondes ou en millimètre, en millimètre. Ça arrivera peut-être dans le futur. Donc, l'aspect qu'on a pris, c'est qu'on tourne le même paradigme expérimental
dans les deux machines avec le même sujet. On a aussi des études avec des sujets différents. Donc, c'est beaucoup d'heures c'est beaucoup d'heures pour les gens dans les deux machines. Et quand vous récoltez des données, soit de IRM ou de MEG ou EEG, c'est la même chose. Bon, bah, les types de capteurs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il n'y a aucune manière de donc, comment on peut les analyser. Et ce que je trouve très intéressant en recherche, c'est que les idées les plus simples sont aussi les plus puissantes et vont le plus loin. Et la géométrie représentationnelle a été décrite beaucoup dans les travaux de psychologie cognitive et elle a été utilisée par Nikos Christogorté pour représenter l'information à la fois de IRM et aussi euh, les enregistrements électrophysiologiques chez les animaux. Et donc l'idée de la géométrie représentationnelle, c'est que vous pouvez représenter les réponses qui sont données de certains capteurs de manière relative. Et ici, vous avez un exemple, c'est-à-dire au lieu d'avoir les données brutes du visage, de la pomme ou de la main, ce sont les données que vous récoltez. Ce que vous analysez, ce sont les distances de par deux de ces données. Et on peut donc créer ces matrices de dissimilarité représentationnelle. Et ici, vous avez des exemples. Alors, si on imagine une région qui est très sensible euh, euh, à la forme de l'objet, par exemple rond, eh bien, cette région va vous donner des signaux dans lesquels la pomme et le visage seront plus proches et la main plus loin. Mais si vous imaginez des signaux qui proviennent d'une région dans le temps ou dans l'espace qui a une tendance à reconnaître, par exemple, les parties du corps, alors le visage et la main pour cette région seront plus proches et la pomme sera plus loin. Donc, avec cette technique, vous pouvez associer, relier des données très différentes de différents capteurs, mais aussi qui viennent soit de données humaines ou d'animaux ou de modèles. Donc, ici, je montre un peu la qualité des résultats qu'on a quand on analyse les données qui viennent de IRM avec ces matrices de dissimilarité. Vous avez une région, IT inférotemporelle, et l'autre, c'est Early Visual Région, V1. Et ces matrices qui représentent la distance de tous les objets que vous avez montrés, par exemple, à vos sujets deux par deux, eh bien, vous pouvez utiliser différentes représentations comme l'échelle multidimensionnelle ou la classification hiérarchique. Et vous pouvez voir ici que les images sont regroupées en tant que catégories provenant de l'inférotemporel de la région IT. Donc, en fait, c'est une méthode qui, quand vos stimuli sont très clairs, peut vraiment être très puissante. Donc, c'est une des bases qu'on utilise pour construire les cartes. Comment est-ce qu'on construit ces cartes? Donc, on a des sujets qui sont, par exemple, dans le MEG, on récupère toutes les millisecondes, on leur montre, dans ce cas-là, des images, chaque image est montrée pour une seconde, et on calcule des matrices de par deux pour tous nos stimuli. Et voici, si on prend la réponse MEG, ce que ça donne, de nos stimuli dans le temps. Vous avez la matrice et ici la représentation. Donc, on a trois types de catégories. On a des visages, des parties du corps, des objets inanimés, parce que ce sont des types de catégories. On sait qu'il existe des réponses très, très fortes. Mais on utilise vraiment une variété de stimuli dans nos expériences. Je vous montrerai bientôt.
Donc, à 100 millisecondes, à zéro, c'est quand le sujet a vu les images. Et vous avez une organisation qui émerge de ces patterns uniquement avec MJ. Donc, il y a énormément de données et d'articles qui ont montré dans le temps quand est-ce que vous avez une reconnaissance du type de catégorie d'un stimuli visuel. Donc, j'ai la chance d'utiliser MIG ou MIT, mais les mêmes résultats peuvent être obtenus avec EEG. Donc, ça, c'est la première branche. La seconde, la même personne va dans le scanner de IRMR et, alors c'est en anglais, on applique Searchlight, différentes tailles, sur, sur le cerveau en entier. Et on a aussi ces matrices, donc c'est une matrice de similarité par région d'intérêt ou collection de voxels. Donc, si vous voulez juste deux régions d'intérêt, vous avez deux matrices. Mais si vous avez 100 000 différentes petites régions de voxels, alors vous avez 100 000 différentes matrices. Et en MEG, on a une matrice à toutes les millisecondes. Donc, si on a une image montrée pour 500 millisecondes et ensuite un blanc, rien devant l'écran pour 500 millisecondes, on a 1000 secondes, ben, on va avoir 1000 matrices. Il y a beaucoup de calculs à faire. Et ce qu'on regarde, c'est la corrélation entre ces matrices. Donc, c'est vraiment un type de signal qui est beaucoup très haut niveau parce que vous pouvez voir qu'il part des données brutes, mais il arrive à une représentation de deuxième ou troisième ordre. Et donc, ce qu'on a passé des années à faire, c'est à répliquer les données, à répliquer les résultats dans la littérature sur la perception visuelle, à la fois en MEG et en IRM, pour que lorsqu'on on les combine, eh bien, nos résultats font du sens. C'était la première étape qu'on a fait pendant des années. Et, ici, c'est une représentation de ce qu'on appelle les cartes spatio-temporelles. Je vais vous montrer une vidéo dans une minute. Ça, c'est extrait d'un papier qu'on avait en Cortex en 2016. Et dans cette étude, on a répliqué les résultats initiaux avec un deuxième ensemble d'images. Les papiers sont épais. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes expérimentales et de statistiques. Mais ça vous montre, c'est un peu comme les 10% du signal, comme un iceberg. C'est ce qu'on peut capturer dans ces corrélations. Il y a beaucoup, beaucoup plus de signaux que soit ils sont dans les données, vous pouvez récupérer les données et faire plus d'analyse. Mais au moins, on a ce type de signal qui est qui est très, très fort dans les régions qui sont naturellement associées à la vision. Donc, c'est en fait la thèse d'un de mes étudiants, Benjamin, qui a préparé cette vidéo. C'est une étude qu'on a publiée en 2016. C'est ça, non, pardon, 2019. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle les cartes spatio-temporelles ici pour la représentation visuelle d'objets et de scènes. Non, tourne. Donc, ce que vous voyez, c'est les corrélations entre MEG et IRM qui sont significatives, pardon. Donc, vous voyez les régions visuelles. On a aussi des régions pariétales et des régions temporales. Donc, ça, c'est pour avoir une vue globale, ce que l'on peut mesurer. Et ensuite, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de papiers dans lesquels on va chercher dans une collection de régions d'intérêt où on fait d'autres analyses pour voir qu'est-ce qui peut être extrait des données. Et quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que donc, dans cette expérience, on montrait les images pour 500 millisecondes et après 500 millisecondes, euh, les sujets ne voyaient rien, soit dans les MG ou dans le scanner.
Et on a vraiment des corrélations significantes, significatives, pardon, qui restent pendant 200 à 300 millisecondes après que l'image disparaît, particulièrement dans les régions occipitales et un petit peu ventrales. Donc, les données sont très, très riches. Et il y a vraiment beaucoup de papiers qui peuvent être faits juste pour les gens qui veulent reprendre ces données. Nous, on a publié 3 ou 4 papiers. Donc, il y a beaucoup plus de découvertes qui peuvent être faites. Quelque chose qui a été très important dans toute ma carrière, c'est qu'on donne disponible les données, le code ou les bases de données, les résultats sur les pages web après la publication de un ou deux papiers et des fois avant la publication même d'un papier. Donc, les données ici sont disponibles. En- il y a 3 ou 4 papiers qu'on a utilisés pour ce type d'études. Et ça montre donc en 3 dimensions ces cartes spatio-temporelles. Ici, c'était juste pour la perception d'images qui étaient montrées pour une demi-seconde. Il y a quelque chose qui est très important pour les étudiants en thèse, c'est en fait de répliquer les données et de vérifier de quelle manière un ensemble de données est fiable, donc évaluer la fiabilité d'une méthode et la réplicabilité. Alors vous pouvez prendre les données de vos participants, vous les divisez en deux et vous regardez la corrélation, ou vous pouvez comparer entre un participant et un autre et quelque chose. Et ce genre de papiers sont très très importants pour comprendre ce qui se passe et aussi comprendre de quelle manière les résultats peuvent être généralisable si quelqu'un d'autre reprend ces données ou essaye d'implémenter la même approche. C'est aussi des papiers qui ne sont pas cités, pour être franc, mais c'est très, très important, je crois, pour la thèse des étudiants qui fassent ce travail. Donc, on a ce papier qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui ont été reprises. Euh, et c'est une étude qu'on a faite pendant la pandémie. Bah, on ne pouvait pas enregistrer de nouvelles données, donc ça a été en fait très, très bien fait ça. Donc, je pourrais passer des heures à décrire toutes ces cartes juste pour l'aspect perception d'objets. Donc ici, c'est juste un slide qui donne un résumé. On observe une hiérarchie de réponses dans les régions occipitales, ventrales et pariétales. Actuellement, c'est le premier papier qui montrait le type de représentation dans le cortex pariétal et aussi le temps, le timing pour la reconnaissance d'objets, les deux ensemble. Donc, culmine aux alentours de 170 millisecondes. Et donc, il y a beaucoup de leçons des neurosciences qui peuvent être adoptées par les gens qui travaillent en intelligence artificielle. Donc, c'est aussi un autre aspect. On travaille beaucoup dessus au MIT. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec des collègues internationaux, on a lancé ce qu'on appelle les projets Algonautes. Donc, c'est tous les 2 ans, dans lequel on lance une compétition. On vous donne les données. Dans ce cas-là, dans celui-ci en 2019, c'était les données MEG et IRM de ce que je vous ai présenté. Donc, vous pouviez vous pouvez refaire les cartes. Vous avez le code disponible. Et c'était pour voir dans quelle manière il y avait des modèles à l'époque qui pouvaient expliquer les, les données MEG ou fMRI sur une collection d'images, une collection d'images qu'on appelle le test 7. Donc, le projet Algonaut, vous pouvez aller sur le site web, il y a beaucoup de choses, il y a les codes, il y a les images et tout. Et alors, on en a eu un en 2019, en 2021, sur des vidéos. Algonaut projet, c'est de 2021 sur des vidéos. On a donné toutes les vidéos disponibles pour les gens durant la pandémie, avant même d'avoir le papier. Le papier a juste été accepté la semaine dernière. Et en 2023, c'était un ensemble de données éphémérales qui venaient de collègues. Et donc, il y en aura un en 2025, je ne sais pas encore lequel, mais bon, on va suivre.
Donc, ça a vraiment pris des années à établir ces cartes pour la vision aussi, parce qu'il y avait tellement de vérifications qu'on devait faire. Et maintenant, on rentre dans un domaine dans lequel on peut commencer à faire des découvertes. Et la question qu'on a, c'est un papier qu'on a juste publié en 2022, ben, c'est maintenant, et les sons. Donc, on a mené une étude similaire dans laquelle on avait les gens qui écoutaient des sons qui étaient présentés juste une demi-seconde. Il y avait quatre types de sons, quatre catégories. Les gens ne savaient pas qu'il y avait quatre catégories, ils les entendaient. Alors, il y avait des voix qui disaient hi, bonjour, salut, dans des langages différents. Il y avait des sons d'animaux, le chat, le chien, etc. Il y avait des sons d'objets, le téléphone ou un clap. Il y avait des sons qui provenaient d'environnement, alors, le trafic, euh, des musiciens qui jouent, etc. Et donc, on a mis ces sujets dans les deux scanners, en MEG IRM, et ils écoutaient ces sons avec les yeux fermés, et après un autre son qui venait, un autre son qui venait, et on enregistrait les deux. Et alors là, je vais vous montrer directement les cartes spatio-temporelles pour le traitement du son. Je crois que dans 10 ou 15 ans, on continuera à analyser ces données parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous donner après une indication de ce qu'on a déjà publié, mais si vous êtes intéressé par ces données, collaborez, on a besoin d'aide. Alors, vous avez le chrono, 23 millisecondes. Alors, c'est les sons, alors ça va commencer à côté de l'oreille, d'accord? Oui, temporale. Vous avez les corrélations qui sont montrées. Et 126 millisecondes. Et vous pouvez voir, ouais, c'est presque tout le cerveau qui répond. Et c'est juste un son. Et c'est un son qui a du sens pour une demi-seconde. Il y a tellement de choses à regarder ici. Euh, et les réponses qu'on a, il y a tellement de régions qui répondent. On a dû limiter l'analyse dans le papier. C'était très étonnant pour nous. On commençait à parler le son. La leçon va bientôt finir. Voilà, c'est fini. Bah, il n'y a plus de son entendu, mais alors ça continue à analyser pendant au moins une demi-seconde. Donc, si on regarde les coupes, après une demi-seconde, il y a encore énormément de régions qui répondent. Alors, dans ce papier, on n'avait pas le temps ni trouvé de reviewer pour lire un livre, tellement il y a des centaines de pages. Donc, le papier, c'est un papier de 25 à 30 pages. Et on a limité les analyses à 11 régions d'intérêt. Ces régions d'intérêt, alors ici, ce sont c'est en anglais, la description des régions est dans la prochaine slide. Et je voulais simplement vous montrer. Donc, on a ces quatre catégories, les voix, les animaux, les objets, les scènes. Et c'est la représentation dans différentes régions. Certaines sont des régions visuelles, d'autres sont des régions auditives. On a aussi des régions préfrontales. Et vous pouvez voir le rouge, qui sont les voix qui ont vraiment un traitement très distinctif très tôt. Bon, le temporel vient dans une minute, mais qui est dans les régions auditives tout de suite dès qu'on entend le son, à peu près 100 millisecondes, et, et aussi dans plein de régions préfrontales et d'autres. J'aime beaucoup ce type d'analyse, l'idée de mes étudiants, parce qu'on peut vraiment voir en une fois la qualité des résultats et comment les stimuli sont représentés dans ces régions. Donc ici, on a basiquement vu qu'il y avait à peu près trois moments. Donc on entend le son et on peut capturer que ces régions ont des pics de latence aux alentours de
110, 115, 120 millisecondes. Et ensuite, on a vers 200 millisecondes le type de réponse de régions qui sont plus spécialisées dans les voix, qui vont aussi avoir des réponses très fortes pour les sons provenant des animaux. Et on avait aussi identifié les régions qui classiquement répondent aux stimuli visuels, puis comme face area, place area, et on a aussi des réponses significatives très fortes au son, mais à une étape un peu plus vers 300 millisecondes. Alors encore une fois, les gens ferment les yeux, écoutent les sons, ils ne voient rien. C'est pas qu'ils représentent, dans leur tête, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'était très très intéressant de voir ces régions. Donc, on a les données sur tout le cerveau. On a analysé seulement 11 régions. Je fais un appel. Si vous êtes intéressé, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, la perception auditive, on a une synchronisation des réponses du cortex auditif assez tôt. Et on voit les régions préfrontales. Aussi, beaucoup de ces résultats ont été observés par d'autres papiers, soit avec l'IRM ou MEG ou fMRI, c'est simplement que les mettre tous ensemble, avec le temps et avec les régions visuelles qui montrent cette réponse 300 millisecondes au son, la nouveauté, c'est de mettre tout ça ensemble et après, il y a une étape dans laquelle on fait des découvertes. Et les voix humaines qui sont très spécialisées, c'est quelque chose que les modèles en intelligence artificielle devraient regarder. Alors, finalement, la dernière étude que je vais vous présenter aujourd'hui sur ces cartes, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir vraiment des centaines de cartes dépendant en fonction de la tâche. Et je pourrais aussi dire à la fin ce qui n'a pas marché. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais ce qui a très très bien marché, c'est un papier qui a été publié il y a juste quelques semaines. Donc, il y a à peu près en 2010, euh, j'ai commencé un programme de recherche dans mon équipe en parallèle avec la vision par ordinateur et la neuroscience sur le concept de mémorabilité. C'est-à-dire que si vous ouvrez vos yeux et vous voyez pour la première fois quelqu'un, vous rencontrez pour la première fois quelqu'un, ou vous rentrez dans un environnement nouveau, donc pour la première fois que vous voyez quelque chose, eh bien en fait, on peut prédire si ce que vous voyez va être, vous allez le mémoriser ou pas. Et les prédictions qu'on fait, particulièrement avec les modèles, sont vraiment de très haute qualité. Et c'est à la première perception d'une image. Donc, ce n'est pas la mémoire, c'est ce qui va rentrer en mémoire, et c'est une probabilité. Ou ce qui ne va pas rentrer en mémoire, et c'est aussi une probabilité. Et en général, c'est ce qui va rentrer en mémoire ou pas sur un groupe de personnes. Donc, c'est plus à grande échelle. Et donc, année après année, depuis 2010, euh, on a étudié ce phénomène de mémorabilité de manière vraiment très interdisciplinaire parce qu'on a étudié le phénomène en vision, avec des images, des vidéos, en infographique, en langage, avec IRM, MEG, différents paradigmes expérimentaux, psychophysiques, mouvements oculaires, et même enregistrement électrophysiologique avec des singes, et plusieurs types de modèles, incluant des modèles génératifs. Vous pouvez voir ici le hamburger qui a été créé par un modèle génératif entre une assiette d'hamburger qui est plutôt oubliable à un hamburger qui est plutôt mémorable. Bien sûr, après avoir construit ces images, on vérifie la mémoire avec les gens si effectivement les images sont plus mémorables ou oubliables. Mais c'était un travail en 2019. Et donc, ce qui manquait à ce panorama d'études, eh ben, c'est les cartes spatio-temporelles, la mémorabilité visuelle. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant.
Alors, indépendamment de ça, je crois que c'est en 2015-2016, on a construit une base de données de 60 000 images avec lesquelles on a obtenu des scores de mémorisation en tournant des expériences en mémoire visuelle sur le web. Et donc, les techniques qu'on a utilisées, c'est très simple. On montre une image, une à la suite de l'autre, une image pour à peu près une demi-seconde, après une seconde de rien, puis une autre image. Et à chaque fois qu'une image est répétée, le sujet presse un bouton. Et alors, c'est très simple, mais quand vous tournez ça sur le web pendant à peu près 12 à 16 mois, eh bien, on a pu avoir beaucoup de données, 60 000 images. Donc ça a été utilisé pour entraîner à l'époque des modèles de réseaux de neurones. Mais ce qui était très bien, c'est qu'on peut, vraiment dans ce panorama de 60 000 images, on a pu identifier des paires d'images qui sont, alors c'est des paires, vous avez un cheval ici et des chevaux ici, vous avez un visage d'un homme ici, un visage d'un homme ici, ce sont tous des paires dans lesquelles les images les plus mémorables étaient mémorables après les avoir vues une fois euh, à 95%, pour 95% des gens, et les moins mémorables, je ne peux pas dire oubliées, parce qu'en fait, ma mémoire elle est vraiment bonne, c'était à peu près 60 à 65%. Donc vous avez 30 points de différence entre mémorable et moins mémorable. Et les paires ont la même sémantique. On ne voudrait pas que les images plus mémorables ici soient dues au fait que, bon, bah, elles sont plus marrantes, elles sont différentes, au niveau des statistiques. On a aussi regardé les statistiques au niveau des fréquences, des couleurs et tout. Et on a eu ces paires d'images. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange, on met nos sujets dans les deux scanners, et pour eux, ils voient une image après une autre, après une autre, après une autre. Alors, c'est un peu complexe l'analyse de données, mais ce que je vais vous montrer maintenant, la carte spatio-temporelle, c'est que on a pris les réponses de corrélation spatio-temporelle pour les images mémorables, moins celles des images moins mémorables. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une différence. Et quand vous voyez quelque chose, ça veut dire que les images mémorables avaient une signature qu'on a pu capturer. D'accord? Alors, on y va? Il faut attendre un peu. Rien, il n'y a rien qu'on peut mesurer ou qui passe les statistiques. Ça a mis 4 ans à publier. Ah oui, oui. Bah, on a fait toutes les statistiques. Et puis voilà, alors je vais les passer deux fois. Vous avez vous avez dans le temporal et dans l'aspect visuel, dans les régions visuelles, un signal qui est tardif. Il y a plein de problèmes avec cette méthode qu'on décrit dans tous les papiers. Peut-être qu'on perd le signal, comme c'est EMG, on n'a que l'aspect cortical, on n'a pas l'aspect des régions plus intérieures reliées à l'hippocampus par hippocampe. Donc il y a plein d'autres signaux qu'on a dans l'IRM qui ne montrent pas une corrélation importante avec EMG parce que EMG l'a perdu. Mais peut-être qu'un jour, il y aura une méthode d'analyse de données qui peut revenir à ces données et trouver des résultats, ou alors la même méthode peut être implémentée. Vous prenez les images et vous avez des, une meilleure manière de capturer l'information. Donc ça, on l'a trouvé, c'est très nouveau. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, dans les régions médiales. On ne les capture pas ici. Hein. Mais aussi temporelle, vision. Et ce que vous voyez ici, c'est les corrélations entre MEG
pour toutes les cartes IRM qui passent les statistiques. On va voir encore, donc vers 300. Et c'est une différence. La différence, voilà, elle disparaît. Les images étaient montrées 500 millisecondes, il y a peut-être 50 millisecondes, quelque chose. Voilà. Et alors, donc le papier a plusieurs régions d'intérêt. Je vais juste vous en montrer deux. Alors, en rouge, c'est la courbe pour les images mémorables. Et en bleu, c'est les moins mémorables. Donc, les deux groupes sont vraiment traités par le système visuel de la même manière. Ça fait du sens. J'étais très contente. Vraiment, ça fait du sens. Et aussi, alors les paires sont tellement traités d'avoir le même type de features, de sémantique, etc., que vraiment on était très très content de voir qu'il y avait ce signal qui est le même. Donc, toutes les images sont perçues. Et après 300 millisecondes, dans le Early Visual Cortex, on voit cette différenciation pour les images plus mémorables versus les autres en bleu qui semblent un peu plus disparaître. Alors, on peut regarder d'autres régions. Ici, c'est inférieur temporel, dans lequel on a l'impression de voir une signature aux alentours de 120-130 millisecondes. C'est pas significatif hein, avec les dernières statistiques que les reviewers nous ont demandé de faire. Moi, je crois qu'avec plus de données, hein, de meilleurs capteurs, on peut montrer ça, mais c'est pas significatif. C'est dans le papier. Et vous avez cette espèce d'information qui persiste plus longtemps pour les images qui sont plus mémorables. Donc, mémorabilité, on observe ces réponses tardives pour les images mémorables dans les régions corticales qui sont associées à la reconnaissance d'objets. Bon, on montrait des objets ici. Et les images mémorables ont vraiment ce type de signaux beaucoup plus forts du traitement visuel. Il y a certainement plein d'autres régions qui répondent. Peut-être qu'elles sont cachées dans les données, elles n'ont pas survécu les statistiques ou le bruit des analyses. Et une des choses qui commence à venir, il y a plusieurs équipes qui ont repris ce type d'études sur la mémorabilité. C'est que la mémorabilité peut être vue comme une sorte de mesure de l'utilité de l'information, parce que c'est vraiment la première fois que vous voyez quelque chose, et déjà très tôt, il y a un traitement qui va aider. On a aussi des études que je ne montre pas ici, de combien quand vous commencez à oublier les images, alors on peut vous tester après 1 heure, un jour, une semaine. Il y a d'autres personnes qui ont repris nos images et qui ont testé après plusieurs mois. Il y a des images qui restent tout le temps là et d'autres qui sont oubliées avec un certain pattern. Donc, cognition humaine et artificielle, je trouve passionnant d'essayer de caractériser ce qu'on appelle la bande passante de la perception, de la cognition humaine et les cartes spatio-temporelles. Ça peut aider. Aussi, ça peut aider d'étudier les architectures qui fonctionnent le mieux pour effectuer certaines tâches. Et aussi, si on commence à travailler avec les modèles, pour explorer les alternatives qui n'ont pas été adaptées par les systèmes biologiques. Donc, avec ces données, il y a beaucoup de groupes qui regardent ces données pour être inspirés ou pour tester des modèles de raisonnement. Voilà, ben merci beaucoup. Ici? Merci, merci beaucoup. Ok.
Merci beaucoup, docteur Oliva. C'est vraiment remarquable. Je sens qu'il y a des données pour que chaque personne ici dans la salle puisse travailler là-dessus pendant quelques années, quelques décennies. Donc, c'est absolument fantastique et c'est extrêmement inspirant. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, après, au cocktail, de pouvoir échanger avec docteur Oliva. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Dr. Eka Kritikou, qui est la vice-doyenne de la faculté de médecine, où se trouve le fonds Justine et Yves Sergent. Et juste avant de remettre le prix, voudra peut-être dire quelques mots. Merci. Ben, je vais être très rapide. Chers collègues, chers invités, Dr. Oliva, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour célébrer le 25e anniversaire de ce prix. Par respect pour notre conférencier, parce que j'ai traversé son CV très rapidement, je dis je vais faire mon discours en anglais. Elle m'a surpris, elle a parlé, mais elle parle français mieux que moi. Donc, je vais dire quelques mots en anglais parce que je ne suis pas si rapide, puis je n'ai pas mon logiciel d'intelligence artificielle pour le traduire aussi rapidement. Donc, the Prix Sergent is a testament to the tireless dedication and groundbreaking contributions of women in science. It is awarded through a rigorous selection process conducted by an esteemed international committee, which this year has chosen Dr. Aude Oliva as the laureate for 2024. Her exceptional research and unwavering commitment has not only advanced our understanding of cognitive neuroscience, but has also inspired countless others in the field. We, at the Faculty of Medicine and the Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, are incredibly proud to be the originators of this award. It is through initiatives like the Prix Sergent that we can highlight the significant impact that women can have in science and emphasize the importance of diversity in driving innovation and discovery. The world needs science and science needs women. It's my favorite motto. This award demonstrates how women can become leaders and guide us towards new and exciting directions in research and beyond. The presence and success of women in science not only enrich the scientific community, but also pave the way for future generations for female science. Donc, joignez-vous à moi pour féliciter Dr. Oliva, récipiendaire de Prix Sergent à 2024. Je vous remercie. Félicitations. Je vais donc, on va se mettre au centre de la scène et je vais donc demander à Dr. Eka Kritikou de remettre le prix. Je vais aussi remettre le prix argent. C'est une somme de 10 000 dollars qui est remise à la personne qui reçoit le prix Justine et Yves Sergent chaque année. Alors, encore une fois, Ouais, ouais. bon, il y a une 60 000 photos. Merci beaucoup. Si tu veux aller. Merci encore pour ce prix et pour votre présence. Et alors, on va discuter. Oui. Oui. Voilà. Oui, tout le monde est invité à un cocktail qui devrait avoir lieu à l'étage supérieur, j'imagine, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et donc, tout le monde est invité et on pourra à ce moment-là célébrer non seulement le prix cette année, docteur Oliva, mais aussi les 25 ans de la remise de ce prix. Merci. Okay.